À la une de l'actualité internationale, l'onde de choc au niveau mondial provoquée par la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2. Conséquence, l'Afrique australe est isolée du reste du monde aux grandes dames de l'Afrique du Sud, qui s'estime punie pour avoir été transparente. Nous irons au Cap. Caroline Dumais, notre correspondante, nous attend. Les témoignages de migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. France 24 en a recueilli quelques-uns. Ils sont clairs, pas question de retourner dans des pays de départ comme l'Irak. Si vous voulez rejoindre l'Europe, ne vous inquiétez pas, nous ne vous arrêterons pas. Réponse Alexandre Loukachenko, le président biélorusse qui leur a rendu visite. À la une aussi, la disparition d'une des légendes de Broadway, Steven Sondheim. Il était le parolier de la célèbre comédie musicale mondialement connue West Side Story. Il avait 91 ans. De nombreux hommages lui sont rendus. Son portrait dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le 27 novembre. Merci de choisir nos antennes pour vous informer et pour ouvrir ce journal. Nous allons vous montrer cette carte à laquelle vous allez peut-être devoir vous habituer. Carte de l'Afrique australe, c'est la partie du monde qui concentre en ce moment l'attention sur le fond de la pandémie de Covid-19. En cause, la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 baptisé Omicron. Les uns après les autres, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie entre autres, voient leur liaison aérienne coupée d'une bonne partie du reste de la planète. Ce variant, l'OMS dit être en train de l'étudier. Cette décision internationale d'isoler l'Afrique du Sud, Pretoria dit les vivre comme une punition. Nous sommes punis pour avoir été transparents, c'est ce que dit un chercheur à l'origine de la découverte de ce variant. L'Afrique du Sud juge la suspension de vols hâtive et désastreuse. Bonjour, Caroline Dumais, correspondante de France 24. Vous êtes au Cap. Les Sud-Africains, Caroline, sont assignés à résidence et ils le prennent très très mal. Absolument, ils sont furieux. Furieux parce qu'effectivement, que ça soit du côté des autorités ou du côté de la population, on a le sentiment d'être puni pour avoir été transparent. Transparent et aussi puni pour avoir finalement l'un des meilleurs centres épidémiologiques du monde. C'est le centre CRISP à Durban. C'est le centre qui avait déjà isolé le fameux variant Delta qui avait beaucoup fait parler de lui. Eh bien voilà, on a un nouveau variant. C'est tout ce qu'on a à dire, on a un nouveau variant. Et ce variant, on ne sait pas finalement s'il est plus dangereux qu'un autre, hein. Et les chiffres ne sont pas non plus tellement spectaculaires. On a ici en Afrique du Sud 3800 nouveaux cas par jour. Vous avez en Europe plus de 30 000 cas par jour. Le ministre de la Santé l'a précisé. Donc pourquoi nous, on serait punis et pourquoi nous, on serait isolés à ce stade-là? Et ça a créé les interdictions de vol, ont créé une panique totale. Hier, on a des gens dans les avions qui ont tweeté des situations totalement invraisemblables qui venaient juste d'arriver d'Afrique du Sud au moment où l'Union européenne a annoncé l'interdiction des vols et on n'a même pas voulu les ravitailler en eau. Personne, pas même un camion, pouvait amener de l'eau aux passagers. Je crois qu'on vit ici une situation quand même totalement disproportionnée. Le terme utilisé par le ministère de la Santé ici, c'est injustifié. Est-ce que, Caroline, cet isolement de facto change quelque chose dans la gestion de la crise sanitaire en Afrique du Sud ? On va voir. De toute façon, les autorités prennent ça très au sérieux. C'est eux qui ont informé l'Organisation mondiale de la santé, mais je ne pense pas qu'ils s'attendent à une réaction de ce type. On va devoir attendre, bien évidemment, plus de statistiques, plus de recherches sur ce fameux variant. Le président Cyril Ramaphosa, qui devait parler hier, finalement, va sans doute s'exprimer aujourd'hui parce qu'il a convoqué le Conseil national du Covid pour savoir quelle réaction ils auront à ce nouveau variant, mais d'ores et déjà on nous a dit que ça ne serait pas un strict confinement et que ça ne serait pas une vaccination obligatoire comme certains le souhaiteraient. La vaccination ici n'est pas obligatoire, seulement un Sud-Africain sur 4 est complètement vacciné et le ministère de la Santé n'a pas l'intention de la rendre obligatoire. Par contre, le ministère de la Santé a l'intention de parler à tous ces pays qui interdisent désormais les vols en provenance d'Afrique du Sud et d'Afrique australe en général, que ça soit Singapour, que ça soit les Émirats arabes unis, que ça soit l'Union européenne, pour essayer de maîtriser en quelque sorte ce réflexe qu'ils considèrent disproportionné. Caroline Dumais, au Cap,
Merci beaucoup. La crise sanitaire encore, un mot de la situation en Guadeloupe, en proie à une crise sociale depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Le gouvernement français annonce qu'il repousse au 31 décembre la mise en œuvre de l'obligation vaccinale des personnels soignants et des pompiers. La décision vaut aussi pour la Martinique. Explication Kevin Batista. Le couvre-feu imposé jeudi n'a rien changé pour les habitants de Sainte-Rose en Guadeloupe. Les barrages interdisent toujours toute entrée ou sortie de la commune. Certains habitants se disent pourtant solidaires de la contestation qui secoue l'île. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour le mouvement. Il y a trop de difficultés. D'abord, anti-mesures sanitaires, le mouvement s'est transformé en crise sociale où chômage et sentiment d'abandon sont dénoncés par les manifestants. Alors que les dégradations et les affrontements avec les forces de l'ordre se sont multipliés, pour apaiser la situation, l'obligation vaccinale des pompiers et personnels hospitaliers avait déjà été repoussée au 31 décembre. La suspension des réfractaires, annulée uniquement pour ceux qui accepteront un accompagnement individuel vers le vaccin. Après une réunion avec syndicats et élus locaux, le ministre des Outre-mer annonce ce vendredi le financement de 1000 emplois aidés locaux pour jeunes, tout en affichant sa fermeté face aux violences. Ceux qui basculent dans la violence devront en répondre devant la justice. Depuis maintenant plus d'une semaine, ils prennent en otage la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, empêchant la libre circulation sur l'archipel, paralysant la vie économique et sociale, entraînant des destructions de biens et générant des images désastreuses pour l'avenir du territoire. En Martinique, l'intersyndicale juge les annonces du gouvernement insuffisantes. Les discussions n'ont pas permis d'apporter des éléments probants permettant de rassurer quant aux intentions de l'État sur les revendications principales, obligations vaccinales et passe sanitaire. Les violences ont fait ici plusieurs blessés, dont au moins 5 policiers touchés par balles. Dans les 2 départements d'outre-mer, plus de 150 interpellations ont été réalisées depuis le début de la crise. Ces images maintenant qui nous sont parvenues de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, images de la visite dans un centre accueillant des migrants du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Si certains d'entre vous veulent aller en Occident, c'est votre droit. Nous n'essaierons pas de vous arrêter, a-t-il dit. Il a ajouté cependant qu'il ne souhaite pas ouvrir un couloir vers l'Allemagne où de nombreux migrants veulent se rendre. Sur place, côté biélorusse, justement, les candidats au départ vers l'Europe maintiennent intact leur rêve de voyage. Notre envoyé spécial Gulliver Craig a recueilli quelques témoignages. Reportage. Derrière moi, il y a une distribution de bottes en caoutchouc et de couvertures, j'ai l'impression, qui est en cours. Les migrants se précipitent vers ces arrivées de donations. Ils sortent aussi pour manger. Il y a des distributions gratuites de repas ou bien des magasins ambulants qui sont ouverts ici dans cette cour. En tout cas, toutes les personnes avec qui nous on a pu parler aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de profiter des vols gratuits en direction de l'Irak. Je suis citoyen irakien, j'ai juré que je ne rentrerai jamais en Irak, parce qu'en Irak, il n'y a pas de sécurité, ni au sens littéral, ni au sens économique. Jamais, jamais je ne rentrerai dans mon pays, jamais. Parce que dans mon pays, je n'ai pas de vie, je n'ai rien. Pourquoi rentrer dans mon pays? C'est pour ça que je suis en Biélorussie. Je veux aller en Europe pour la vie. Cet homme tient à nous montrer une cicatrice. Une punition infligée en Irak, dit-il, pour son activisme d'étudiant. On ne retournera pas en Irak. Parce qu'en Irak, on n'a pas d'avenir. Et pourquoi on va en Europe? Parce qu'en Europe, on a un avenir et c'est tout ce qui compte. Les migrants n'ont pas le droit de sortir de cette zone frontalière, sauf si c'est pour prendre l'un de ces vols de rapatriement vers l'Irak ou bien pour faire encore une tentative de passer la frontière. Ce que des petits groupes font chaque nuit, pour la plupart sans succès. Cette journée de samedi est placée sous le signe de fortes tensions au Burkina Faso. Un appel à manifester a été lancé pour aujourd'hui contre la présence de la France au Sahel, contre aussi la politique sécuritaire du gouvernement. C'est pour tenter de contenir la mobilisation que le réseau Internet mobile a été coupé. Une décision qui a provoqué la colère de mouvements de la société civile comme le Balai citoyen. Cette décision de couper Internet avait été prise en lien avec les manifestations contre un convoi de l'armée française qui devait rallier Gao au Mali en transitant par le Burkina. Il avait été bloqué dans le centre-nord du pays. Ce convoi a pu reprendre sa route et est arrivé au Niger, selon l'état-major des armées françaises.
Tout à fait autre chose. Nous partons maintenant pour les États-Unis, où la saison dite du Black Friday, du vendredi noir en français, est en train de battre son plein. C'est traditionnellement l'occasion pour les Américains de succomber à une forme de fièvre acheteuse. Mais cette année, crise du Covid et inflation oblige, la frénésie consumériste semble s'être atténuée. Au portage Fanny Allard, Mathieu Mabin. Comme chaque année après Thanksgiving, l'Amérique urbaine est saisie de la traditionnelle frénésie d'achat dite du Black Friday. Ce vendredi, tant attendu, a pourtant cette année suscité un engouement plus faible chez les acheteurs américains. Definitely being more careful about how much we spend because of inflation. Yes. Things are more expensive and we're looking for sales. A lot of people are really tightening their belts this year because of inflation, yeah. It's just hard, you know, with like a lot of people in like real estate and stuff like that are having a hard time, people in retail. La crise du Covid, une inflation à 6,2% que l'administration américaine ne parvient pas à endiguer, ne semble pourtant pas affecter la croissance du e-commerce et de l'achat en ligne. I think the trend is going online. I would say most people like to go online shopping just because it's more easy and comfortable. Pour John Jacobs, jeune entrepreneur dans le domaine du commerce en ligne, son secteur offre même des perspectives prometteuses. C'est tout simplement la période de vente la plus importante de l'année. Ce que nous avons constaté entre 2019 et 2020, c'est une croissance exceptionnelle. Nous sommes passés d'un peu moins de 13% de commerce électronique à une tendance qui va avoisiner les 20 ou 22% cette année. Avec le Black Friday et jusqu'à ce lundi donc, les analystes de la vie économique américaine disposent d'un observatoire efficace qui pour le moment semble confirmer la timidité de la reprise américaine. Son nom était étroitement associé à la comédie musicale mondialement connue West Side Story. Il en était le parolier. Le compositeur américain Stephen Sondheim est décédé hier à New York. Il avait 91 ans. Il était devenu au fil du temps l'une des légendes de Broadway. Son parcours avec Bilal Tarabé. C'était la semaine dernière. Stephen, the cast of Company dedicate this performance to you. Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale, décède 10 jours plus tard, à l'âge de 91 ans. I'd like to propose a toast. Stephen Sondheim, c'est la musique d'une époque et d'un pays, les États-Unis. Auteur-compositeur de comédies musicales qui sont devenues des classiques, Sweeney Todd, Le Barbier meurtrier ou encore Company, une pièce chorale qui parle des relations sentimentales dans la bourgeoisie new-yorkaise qu'il connaît très bien. Stephen Sondheim est né le 22 mars 1930 à New York. Ses parents travaillent dans la mode, mais lui préfère le théâtre musical. Ses compositions lui valent 8 Grammy Awards et ses textes un prix Pulitzer. En 2015, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction attribuée à un civil américain, et déclare, pour le dire simplement, Stephen Sondheim a réinventé la comédie musicale américaine. Depuis son décès, les hommages se multiplient. La chanteuse Barbara Streisand écrit « Remercions le Seigneur que Sondheim ait vécu jusqu'à 91 ans et ait eu le temps d'écrire de si merveilleux et d'excellents textes. » Pour l'acteur Hugh Jackman, de temps en temps, une personne vient changer un genre artistique tout entier. Stephen Sondheim était de celle-là. Son décès intervient à quelques jours à peine de la sortie au cinéma de la comédie musicale qui fut son premier succès, à l'âge de 25 ans en tant que parolier, West Side Story. C'est la fin de cette édition. Merci de suivre France 24 partout dans le monde. L'information internationale continue sur nos chaînes et sur france24.com, en anglais, en français, en arabe et en espagnol. Merci de rester en notre compagnie. Votre programme avec la Caisse des Français de l'étranger, assurance santé et retraite. La CFE, la sécurité sociale des expatriés.